Le véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. C'est de Marcel Proust. Ceci non seulement à l'intention de ceux et celles parmi vous qui ont l'humeur voyageuse, mais c'est surtout le voyage intellectuel, philosophique que nous allons faire, parce que nous allons changer complètement de pays et de climat, en abordant un pays qu'on pourrait dire magique, celui de la beauté. Jusqu'à présent, pendant toutes ces années de fidélité à la recherche philosophique, nous avons voyagé dans la lumière de l'intelligence qui est assez lucide sur elle-même, à la recherche de la vérité, à propos de la matière, du vivant, de l'homme, de la psychologie. Mais à partir d'aujourd'hui, pendant, je ne sais pas combien de temps, mais quelques mois en tout cas, nous allons procéder d'une manière tout à fait différente. Nous ne pourrons plus faire d'analyse. J'aime beaucoup le mot analyse. Analuo. Analuo. Oui, luo en français. Qui veut dire séparer. Quand on fait une analyse de sang, on sépare les éléments, on compte les globules, et puis on comprend la réalité qu'on a à connaître. Par contre, jusqu'à présent, on a fait des analyses. Rappelez-vous, on a analysé la vision des sens pour savoir s'ils nous trompent. On a analysé différentes situations humaines. On a analysé l'acte de liberté, rappelez-vous, où on voyait cette espèce de dialogue de deux larrons en foire qui est l'intelligence et la volonté, pour arriver à poser un acte que je sais être mauvais avec une volonté qui ne peut vouloir que le bien. Pour rappeler cette espèce de petite entourloupette qui se joue l'un à l'autre. Quel que soit le sujet que nous avons abordé, nous l'avons abordé par l'analyse, en essayant de décortiquer la réalité qui nous apparaît généralement d'un seul bloc, pour savoir comment elle fonctionne, que les sens ne nous trompent pas. Il faut faire une petite analyse pour comprendre. À partir d'aujourd'hui, nous procéderons, les preuves que nous apporterons seront des synthèses, c'est-à-dire, tout simplement, ce ne sera pas démontrable, ce sera montrable, c'est-à-dire le beau ne se décortique pas, on ne pourra jamais le prouver, il n'y a pas de preuve qu'une chose est belle. On peut prouver la vérité, on peut, si quelqu'un est à peu près normalement doué, on peut lui démontrer que l'intelligence connaît la réalité telle qu'elle est, nous l'avons fait. Mais de démontrer à quelqu'un que une symphonie, un tableau, même un paysage est beau, c'est inutile. Ou il le reçoit comme tel, il peut faire confiance. Ce ne serait même pas indiqué. Alors là se greffe tout le snobisme. Alors évidemment, à partir du moment où Van Gogh est devenu une valeur sûre, de son vivant, non. Mais les mêmes individus, la même classe sociale, maintenant l'adorent, est-ce que vraiment elle le reçoit synthétiquement, c'est-à-dire comme un message compris indépendamment du conditionnement social? J'en doute un peu. Cette approche, cette méthode nouvelle pour nous, j'aime aussi beaucoup le mot méthode. Méta, odos, le long du chemin. La méthode, si vous allez en Grèce une fois en vacances, vous verrez que dans les coins de rue, c'est marqué odos. Et après le nom. Alors, la méthode, c'est la manière de marcher vers une réalité. Alors, la méthode va changer complètement. Il faudra que je vous amène par beaucoup d'exemples. Quand il s'agira de peinture, on essaiera de faire des projections pour que je puisse vous les montrer, mais pas vous les démontrer. Simplement, il y a une expression latine aussi que j'aime beaucoup, pratiquer le removens prohibens. Même si vous ne connaissez pas le latin, ça ne fait rien. Removens prohibens. Voilà ce que vous pouvez faire si vous voulez discuter de musique, de films que vous avez vus, qui vous ont emballé. Removens, enlever, prohibens, ce qui empêche. Alors, ce
que je peux faire, c'est, lorsque nous serons devant une situation de beauté, d'esthétique, c'est d'enlever peut-être certains préjugés, de dire, mais ne regardez pas cet aspect, c'est pas important, que ça ressemble, que ça ne ressemble pas. Laissez-vous synthétiquement envahir et impressionner par cet objet, le removens prohibens. Donc, ici, ce sera des évidences. Enfin, j'espère. On montrera, tandis qu'ici, c'était des démonstrations. Jusqu'à présent, nous en faisons des démonstrations. Ces cours, donc, auront une difficulté, parce que si quelqu'un dit non, moi je ne suis pas d'accord avec l'exemple que vous avez donné, ou, encore on restera dans des très grandes généralités, on ne va pas essayer de prouver que tel tableau de tel peintre est un chef-d'œuvre. Mais il y aura l'avantage, alors la compensation, c'est qu'on recevra le message directement, c'est-à-dire c'est une sorte de savoureuse expérience du beau. C'est la raison pour laquelle ce premier cours s'appelle la phénoménologie du beau. La manière dont le phénomène, la manière dont il apparaît, quelle région de la réalité recèle cette épiphanie de l'être qui s'appelle le beau. Épiphanie, ça veut dire apparition. Et on verra qu'il y en a 4. Je vais vous expliquer tout à l'heure pourquoi il y a 4 épiphanies. Le mot n'est pas très difficile, il veut simplement dire révélation, apparition du beau, qui est une propriété de l'être, c'est-à-dire c'est une manifestation de l'être. Donc, le véritable voyage, ce ne serait pas d'aller vers d'autres paysages, mais d'avoir d'autres yeux. Parce qu'en fait, c'est une révélation de notre être que nous donne le beau. Une autre révélation que le vrai et que le bon, qu'on a déjà traité, puisqu'on a vu le traité d'axiologie. Alors, pour s'approcher de cette manifestation du beau, de cette épiphanie du beau, je vous propose d'abord la lecture de ceux qui en ont parlé, d'abord les artistes, pour voir à peu près ce qu'ils en disent. Il y a quelques philosophes, vous verrez, il y a Kant surtout, mais pour le reste, c'est des écrivains, oui, il y a Stendhal, il y a Shakespeare, il y a Rimbaud, il y a Marcel Proust, il y a Lucien Daudet, il y a Charles Baudelaire, il y a Paul Valéry. Mais je pense que le plus prudent d'abord, c'est de laisser parler ceux qui ont fait profession, qui ont été au service toute leur vie de cette mystérieuse réalité, cette manifestation de l'être qui s'appelle le beau. Alors, il y a quelques propriétés sur lesquelles on s'accorde généralement. C'est que d'abord le beau est ineffable. Alors comprenez bien le mot ineffable, parce que c'est une synthèse. Ineffable, ça veut dire qu'on ne peut pas en parler. Oui, je peux dire c'est beau. Je peux même hurler, crier d'enthousiasme, supplier les gens d'aller voir tel film. On m'a fait ce coup-là, enfin, c'est pas un mauvais coup, enfin, cette semaine, où on m'a dit, il faut absolument que tu ailles le voir. J'ai été. Je ne suis pas très, très habitué des salles obscures, je ne sais pas pourquoi, j'ai une sorte de réticence. Peut-être parce que j'y suis trop sensible, mais j'ai fini par céder. Mais c'est tout ce qu'on peut faire. Mais ça ne m'a pas rendu la chose plus évidemment belle. Ça, on en discutera avec ceux qui m'y ont envoyé. Donc le beau est ineffable, ça veut dire c'est intraduisible. Vous le savez du reste, quand vous avez écouté un morceau de musique, essayez de le faire partager à quelqu'un qui n'y pige que pouic, vous perdez votre temps. Hein. Sans parler de la peinture, sans parler de l'architecture, si quelqu'un n'y comprend rien. Du reste, comprendre n'est pas le mot, c'est-à-dire s'il ne reçoit pas, c'est tout. Alors, la beauté ne se discute pas. Tu retiens un proverbe latin, de gustibus et coloribus non disputatur, des goûts, quand vous aimez les épinards plutôt que les rutabagas, ça ne se discute pas. Oui, vous pouvez le dire, mais vous ne convaincrez personne. Donc, des gustibus, des goûts, et coloribus, et des couleurs non disputatur, c'est-à-dire on ne peut pas en discuter. On peut en parler, dire voilà, j'ai mangé chez Girardet, j'ai trouvé très bon. Et si quelqu'un dit ah non, moi je suis tombé sur un mauvais jour, qu'est-ce que vous voulez faire? Donc la beauté ne se discute pas, elle règne de droit divin.
nous verrons ce qui se cache derrière ce mot divin, parce que c'est vrai qu'il y a une tradition philosophique qui s'origine à Platon, qui fait remonter la beauté à une sorte d'hypostase, c'est-à-dire de réalité divine dont elle serait le pâle reflet. On verra, c'est des explications qui me paraissent plus sentimentales, elles ne sont pas très rigoureuses. Elle fait prince quiconque la possède. C'est vrai que si quelqu'un a le pouvoir magique de la capter, de la traduire, de la distribuer, un grand musicien, un grand poète, c'est vrai que ça devient un prêtre, pour autant qu'il soit reconnu, encore une fois. Tant qu'il n'est pas reconnu, souvent il faut passer la vie entière dans la misère pour être reconnu après sa mort. Emmanuel Kant, ce sera un des rares philosophes que nous consultons, est beau ce qui plaît universellement sans concept. Attention, ce mot universellement. On pourrait dire non, il y a des modes, il y a les Chinois, d'autres cultures ont des esthétiques, des appréciations du beau qui ne sont pas les nôtres. La musique chinoise, que je reçois comme extrêmement criarde, me plaît moins que Bach ou Mozart. Et peut-être c'est l'inverse, eux, ils n'aiment pas beaucoup. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, ce universellement? Ça veut dire simplement qu'il y a quand même un fondement universel. Quand on verra le beau de la nature, quand on dit le beau temps, même si quelqu'un n'aime pas, pour des raisons personnelles, le beau temps lui rappelle moins souvenirs, il aime mieux les brumes. Moi, je connais quelqu'un qui adore les brumes, parce que ça atténue le contact avec la réalité, se sent enveloppé. Ça n'a rien à voir avec le beau, ça. Hein. Mais je pense qu'un paysage vu d'avion par la pleine lune, si quelqu'un dit bof, les astronautes qui ne sont pas des poètes, hein, c'est des hommes extrêmement extravertis, quand ils ont vu pour la première fois la planète du haut des 200 ou 300 kilomètres d'altitude, c'est quelque chose d'absolument effarant, de beauté. Alors là, je crois que c'est universel. Il y a quand même des réalités universellement belles. En art, c'est un peu différent, mais on verra qu'il y a aussi un universel de l'art. Mais par contre, ce qui est très significatif dans cette définition et qu'on peut alors comprendre immédiatement, c'est le mot sans concept, sans idée. Si j'en avais une idée, je pourrais la transmettre. Mais je n'ai que l'idée de beau. Je peux dire, mais c'est beau, mais c'est formidable, c'est extraordinaire. Mais ça, c'est du vent. Je parle pour ne rien dire. C'est des flatus vocis, comme on dit en latin, c'est-à-dire des flatulences de la voix. C'est-à-dire, je ne fais qu'émettre des sons quand je dis ça. L'autre sait que je suis très ému, mais c'est tout. C'est sans concept. C'est ce qui en fera la difficulté, parce que je m'enrichis de quelque chose. Je perçois quelque chose, mais c'est au-delà des concepts. C'est pour ça qu'on y est beaucoup plus attiré, et que même la philosophie moderne, du moment qu'elle a critiqué, Emmanuel Kant a fait une critique justement de la connaissance intellectuelle par concept, mais alors l'esthétique nous réconcilie avec au moins le réel, c'est-à-dire alors je peux le rejoindre, même si je ne suis pas sûr que la réalité correspond à mes idées, on a vu ça suffisamment. Par contre, alors le beau, je suis réconcilié avec la réalité, sans concept. La phrase de Paul Valéry suffirait pour moi à démontrer que le génie de cet homme, c'est la raison pour laquelle j'ai une sorte d'admiration inconditionnelle pour sa manière de synthétiser en une phrase la plus profonde des aperceptions d'une réalité. Il a toujours la formule lapidaire, c'est-à-dire économie de moyens, de mots, et puis en même temps d'une perspicacité, d'une justesse effarante. La beauté est proprement inexplicable, inexprimable. Ben, évidemment, puisqu'on vient de le dire, ça c'est banal. Mais écoutez bien, la littérature essaye, par des mots, de créer l'état du manque des mots. C'est absolument génial, parce qu'en fait, la littérature poétique, alors au sens de la grande littérature, où la forme l'emporte sur le fond. Je parle de la littérature, non pas de romans, qui peuvent être très beaux par ailleurs, parce qu'ils sont très intéressants. Je ne crois pas que Balzac
apportait beaucoup de soucis à la perfection du style. Il faudrait voir d'autres exemples. Mais la littérature, quand on dit la littérature, on implique une recherche de provoquer dans Rimbaud, dans d'autres, Baudelaire surtout, qui pour moi, alors ça c'est très subjectif, est parvenu d'une manière presque absolue à dire par des mots quelque chose finalement d'assez banal. Si vous regardez le contenu de ce qu'il vous dit, oui, c'est bien, mais enfin, je suis belle au mortel comme un rêve de pierre. S'il fallait le traduire analytiquement, dire, ouais, ben, il parle d'une statue, ou je ne sais pas quoi, d'une beauté qui lui rappelle une statue, un rêve de pierre. Mais écoutez, alors ça, je ne peux pas vous le transmettre, je peux le répéter encore, je le répète très mal. Il faudrait que quelqu'un soit capable de faire sortir non seulement la musicalité, mais même quelque chose qui enveloppe la musicalité, qui déborde un peu les concepts de ce vers. Mais il y en a combien? Alors, la littérature essaye, par des mots, de provoquer le manque des mots. La musique essaye par des sons de provoquer le manque du mot. La peinture par des couleurs. Mais c'est assez original que la littérature n'a que des mots pour provoquer l'état du manque des mots, où je me dirais impuissant. Je me rappelle être en classe avec des élèves qui devaient découvrir cet aspect de la littérature qui est l'essence même. Je me battais les flancs, je leur faisais lire, relire, mais les années qui étaient moins bonnes, comme le Beaujolais qui a des cuvées moins bonnes, c'était inutile. Je sentais très bien que, par déférence envers le professeur, on voulait bien lui répéter que c'était beau, mais ça, je n'avais pas de répondant. Par contre, il y avait d'autres années où on sentait immédiatement qu'on avait accédé à cet impondérable, cet inexprimable, cet ineffable qu'est la beauté. Lucien Daudet, donc c'est toujours le beau est ineffable. Un jour que nous sortions d'un concert où nous avions entendu la symphonie avec chœur de Beethoven, je lis d'abord tout, puis après je ferai commentaire. Je fredonnais de vagues notes qui, je le croyais, exprimaient mon émotion, et je m'écriai avec une emphase dont je ne compris le ridicule qu'après. C'est splendide ce passage. Marcel Proust se mit à rire et me dit « Mais mon petit Lucien, ce n'est pas avec votre pomme qui peut faire admettre votre splendeur. Il vaudrait mieux essayer de l'expliquer. » Alors, n'oubliez pas que quand Baudelaire disait qu'il donnerait tout ce qu'il avait, et il avait un héritage assez considérable de son beau-père, pour un certain soir entendre à nouveau, je ne me rappelle plus, une symphonie, je crois que c'était du Wagner, mais il ne pouvait pas, tandis que nous, il suffit de se mettre un casque sur les oreilles et on a la perfection, même stéréophonique, d'un concert, mieux que dans une salle de concert où les gens toussent, où il y a, c'est peut-être pas aussi parfait parce que les musiciens étaient peut-être ce jour-là pas au meilleur de leur forme. C'est inouï. Et je me disais, mais c'est terrible que cet homme qui avait une telle sensibilité, j'aimerais alors passer dans le siècle passé, puis lui apporter ne serait-ce qu'un soir un enregistrement en CD-ROM sans aucune imperfection d'auditif. Mais il n'en croirait pas ses oreilles, c'est le cas de le dire. La première fois qu'on se met un casque sur les oreilles d'une symphonie, mais on est absolument bouleversé par cette espèce de dimension spatiale que la musique prend. Alors, bon, mais eux, ils y allaient une ou deux fois par mois, quand ils avaient les moyens. D'abord, il fallait un bon orchestre. À Paris, peut-être, c'était plus facile qu'en province. Mais quand c'est qu'on entendait de la bonne musique? Même dans les grandes villes de province, c'était une ou deux fois par an. Hein. Nous, on pèse sur une touche pour l'avoir. Je fredonnais de vagues notes. Combien de fois s'est-on surpris et surprise en travaillant autre chose, en fredonnant quelque chose, mais nous, à l'intérieur, on met l'orchestre, on met l'orchestration. Alors évidemment, ça prend une ampleur beaucoup plus grande, mais écouter du dehors, c'est casse-pied. On est obligé de dire, tu arrêtes un moment parce que vraiment, c'est pas drôle. C'est ce qu'il faisait, lui. Que je croyais qu'il exprimait mon émotion, et je m'écriais avec une emphase dont je compris le ridicule qu'après, évidemment. C'est toujours emphatique quand on veut traduire son émotion esthétique. Pour quelqu'un qui est là, à moins qu'il participe, on verra alors, quand on est deux ou plusieurs à vibrer à l'unisson, alors ça,
C'est une dimension absolument fabuleuse. C'est pour ça, du reste, qu'on envoie des gens voir un film. Je me suis fait envoyer la semaine passée, pour augmenter le plaisir, pour dire, si on pouvait communier dans cette beauté, alors ce sera le nirvana ou le ciel, le paradis. Il paraît que, d'après une certaine tradition religieuse, on sera là en extase, et tous à l'unisson, l'univers entier, les anciens, les modernes et les futurs, sans fausse note aucune. C'est un beau rêve. Ça, c'est la religion qui dit ça. Avec une emphase dont on pris le ridicule qu'après, évidemment, vu du dehors, qu'est-ce que c'est casse-pied? C'est splendide ce passage. Marcel Proust se mit à rire et me dit, mais mon petit Lucien, ce n'est pas votre pom-pom-pom qui me fera admettre cette splendeur, il vaudrait mieux l'expliquer. L'expliquer? Ben non. Alors expliquer, non. On peut repasser le passage. Je me rappelle du reste, quand j'étais au collège, on n'avait pas encore les moyens techniques que nous avons aujourd'hui. On avait les vieux disques qui graillaient, mais enfin c'était mieux que rien. Et on avait un cours d'esthétique, pas une fois par semaine. C'était un chanoine, qui est un phénomène comme on n'en fait plus aujourd'hui, un gaillard d'une sensibilité maladive, mais une personnalité extraordinaire, du reste qui avait fait des études de médecine avant. Enfin, je ne veux pas évoquer son souvenir parce que ça nous entraînerait trop loin, mais alors il nous apportait un vieux truc à manivelle, bien sûr, parce que les électrophones, comme on les a appelés après, n'existaient pas encore, ou commençaient à passer sur le marché. C'est d'avant la guerre dont je vous parle, la dernière, pas celle de 14. Et il nous disait toujours, je vais vous jouer. Et alors il mettait son disque, ça nous faisait un peu rire. Et il nous a initiés, je me rappelle, à des musiques. Schumann, par exemple, il était amoureux de Schumann. Et c'est vrai qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire. Et je pense qu'il était arrivé à créer le Removens Prohibens, non pas à nous prouver, mais il nous mettait en condition avec beaucoup de tact. Et cette classe de gros grelus que nous étions, un peu, pas encore très bien dégrossis, on était assez séduits par cette musique. Et je pense que l'ambiance de cette classe créait aussi une atmosphère propice. Marcel Proust. Lorsque tout enfant, je me promenais du côté de Méséglise, un jour, je fus frappé par la renaissance d'un paysage après la pluie et le vent. Et voyant sur l'eau et à la surface d'un mur un joli sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme en brandissant mon parapluie fermé, « Zut, zut et zut !» Ça répond au pom-pom-pom de Lucien Daudet. Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Ben non, on est impuissant. C'est une telle évidence que vous n'ajouterez rien à cette évidence. On l'avait aussi vu pour la vision intellectuelle. Vous ne pourrez jamais prouver que vous êtes clairement informé que vous me voyez, c'est-à-dire conscient que vous me voyez, vous ne pourrez jamais le prouver parce que c'est trop clair. Toutes les raisons que vous pourriez donner sont moins claires que l'évidence, mais ça c'est une évidence intellectuelle. Mais de la beauté, c'est encore plus évident, mais intraduisible parce que c'est trop clair. Alors si quelqu'un est en unisson avec vous, il n'y a pas de problème, il n'y a pas besoin de lui dire, mais en dehors de ça, pas de salut. Est beau le poème qu'on compose en maintenant l'attention orientée vers l'inspiration inexprimable en tant qu'inexprimable. Simone Veil est la philosophe, ce n'est pas la ministre de la Santé de Giscard, c'est une jeune femme qui est morte assez tôt, du reste, qui a écrit La pesanteur de la grâce, que je recommande infiniment parce que c'est une juive qui avait le sens de la vie spirituelle, de l'expérience spirituelle. Elle a travaillé longtemps dans la propriété de il suffit que je cherche un nom pour qu'il m'échappe, mais je l'ai retrouvé tout à l'heure. Peu importe où elle a travaillé, toujours est-il qu'elle a écrit quelques livres, L'attente de Dieu, mais surtout La pesanteur de la grâce, avec une expérience spirituelle extraordinaire. Maintenant, le beau est nostalgique. On ne fait que la phénoménologie. On dit, comment ça se présente, cette expérience du beau? Eh bien, d'abord, elle est intraduisible, puis ensuite, il y a une connotation nostalgique. Alors, Stendhal, la beauté n'est que la promesse du bonheur. Si vous voulez, nostalgique, je veux dire, c'est frustrant. Il y a malgré tout quelque chose qui reste inachevé. C'est la symphonie inachevée, mais même de la musique la plus parfaite, parce que elle entrouvre quelque chose, mais elle ne le donne pas.
définitivement. Alors, je crois qu'au sommet de l'expérience esthétique, il y a une sorte de tristesse que certains exprimeront mieux que moi. De William Shakespeare, la douleur est le poison de la beauté. Les amoureux le savent, surtout s'ils sont amoureux de la beauté du partenaire. Mais je crois que les artistes aussi, ils savent que c'est une douleur évidemment de très haute qualité, mais elle crée en nous un appel qu'on sait très bien ne pas pouvoir combler. De Arthur Rimbaud, un soir j'ai assis la beauté sur mes genoux et je l'ai trouvée amère et je l'ai injuriée. Ça c'est évidemment inexprimable puisque c'est par des mots d'exprimer le manque des mots et l'ineffable beauté nostalgique. Plus précis alors, Jacques Maritain, je le situe parce que nous le retrouverons. Nous n'allons pas suivre Jacques Maritain, mais on ne va quand même pas faire fi de tous ceux qui ont essayé de pénétrer la profondeur de cette expérience du beau, de l'esthétique. Jacques Maritain est un philosophe du début du siècle qui est mort, je pense, une dizaine d'années, assez âgé du reste. Et avec Raïssa Maritain, c'était un couple qui a eu un rayonnement extraordinaire sur son époque. Avec Claudel, une correspondance assez importante, avec Jean Cocteau, et c'était une redécouverte de la philosophie traditionnelle qu'on appelait le néotomisme. Oui, mais je n'aime pas beaucoup ce néo et ni le mot thomiste. Oui, il était fidèle, heureusement du reste, à une certaine tradition, mais il avait une telle... C'est lui qui a écrit ce livre dont on reparlera, les 7 leçons sur l'être. Je ne me rappelle plus qui m'a dit, c'était un de mes maîtres, un homme pour qui j'avais une admiration intellectuelle aussi assez inconditionnelle, qui m'a dit s'il devait s'exiler sur une île, il prendrait ce livre, les 7 leçons sur l'être de Jacques Maritain, et la Bible, pour aller finir ses jours sur une île. Si on lui en donne d'autres, mais enfin si on lui donne que 2 livres, c'est celui qu'il choisirait. Donc je situe Jacques Maritain, mais vous verrez tout à l'heure pourquoi nous aurons à parler de son approche de ce mystère de l'être qui implique celui du beau. Quand la poésie ou la musique nous fait fondre en larmes, c'est un peu le style de l'époque. Encore que, je dois témoigner honnêtement qu'il y a certes, mais c'est plus sentimental alors, mais j'ai du mal à retenir mes larmes dans certains films, mais là je ne pense pas que c'est la beauté en tant que telle, à l'état pur, mais devant un visage d'enfant, devant une certaine révélation de beauté, on n'en est pas loin, mais l'expression est quand même, disons, un tout petit peu romantique, elle date. Nous pleurons, non pas comme le suppose Gravina, par excès de plaisir, mais par suite d'un chagrin positif, impétueux, impatient, que nous ressentons de notre impuissance à saisir actuellement, pleinement sur cette terre, une fois pour toutes et pour toujours, ces joies divines et enchanteresses dont nous n'atteignons à travers le poème ou à travers la musique que de courtes et vagues lueurs. Nous sommes dévorés d'une soif inextinguible. Cette soif fait partie de l'immortalité de l'âme. Si on pouvait, disons, un tout petit peu à épurer ce style et cette phraséologie, je crois qu'elle rejoindrait une expérience humaine fondamentale. Je crois qu'elle ne serait pas écartée d'un revers de main un tout petit peu agacée. C'est vrai, mais je pense qu'il y a de nouveau cette espèce, disons, d'impatience, de souffrance. Quand vraiment la beauté, ne serait-ce qu'alors celui qui tombe amoureux de la beauté, qui tombe amoureux par le truchement de la beauté. Combien de fois j'ai vu arriver dans ma petite chambre d'aumônier à l'avenue Lagarde, que vous connaissez peut-être, des amoureux transis ou des amoureuses transis, mais c'était plus le propre des garçons. Et on voyait immédiatement en franchissant la porte qu'il était malheureux, et puis quand il me disait qu'il était tombé amoureux, je n'avais pas de... Non pas qu'il soit frustré, c'est pas que la belle l'envoyait paître, non, c'est peut-être encore plus douloureux quand il y a réciprocité. Parce qu'alors là, il y a une impatience, il y a quelque chose qui, comme l'horizon, recule à mesure qu'on avance. Et je me rappelle en particulier un garçon
que je connais encore, qui m'avait fendu l'âme par sa tristesse, parce qu'il était amoureux. C'est la première fois qu'il faisait cette expérience à cette intensité-là. Et qu'est-ce que je pouvais dire, moi? J'écoutais, il avait besoin de parler, peut-être les copains se seraient moqués gentiment de lui. Il était gymnasien, non, il était au CMS, cours mathématiques spéciales, c'était pas n'importe quoi, hein, à l'époque. Et puis je me rappelle, 15 jours après, il est arrivé, tout guilleret, il n'était plus amoureux. Ça lui avait passé comme la grippe. Je me suis dit, bon, il y a quand même, disons, dans l'expérience humaine, quelque chose de difficile à assumer. C'est cette perspective du bonheur, mettons ça sur le compte du bonheur. C'est cet admirable, cet immobile instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà et que révèle la vie est la preuve la plus vivante de notre immortalité. C'est à la fois par la poésie et à travers la poésie, par et à travers la musique, que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. On traduira tout à l'heure. Là aussi, il y a la phraséologie du 19e. Et quand un poème exquis amène les larmes au bord des yeux, n'oubliez pas, c'est quand même signé Baudelaire, hein. Ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, il reprend la théorie de Maritain, bien qu'il soit 50 ans avant, elles sont bien plus le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation des nerfs, d'une nature exilée dans l'imparfait, et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. Ainsi, le principe de la poésie est strictement et simplement l'aspiration humaine vers une beauté supérieure, et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, un enlèvement de l'âme. Je pense que, rappelez-vous, combien de fois nous avons fait ce renversement qui consistait à dire que ce que pendant des siècles nous avons projeté en Dieu, le Dieu transcendant, c'est-à-dire notre Père qui est aux cieux. Nous sommes à l'époque où cette opération de l'esprit ou de l'âme ne fonctionne plus, mais renversement, lorsque cette même projection, cette même aspiration est renvoyée au principe même de mon être, ce qu'on appelle le je, l'immobile milieu, on en a parlé, on a donné la traduction de toutes les spiritualités pour parler de cette mystérieuse présence divine en nous. Alors, dans ce cas-là, ce que Baudelaire dit devient absolument évident et intelligible et presque expérimental. Seulement, il ne pouvait pas prévoir cette espèce de retournement, on n'aurait pas compris. On en était encore avec la phrase de Pascal, le moi est haïssable, confondons le moi et le je du reste. Ah oui, on parlait de l'âme, mais c'était une instance morale, quand on disait sauver son âme. Bon. On n'avait pas encore, peut-être les grands mystiques, peut-être certaines spiritualités orientales, mais nous, si vous consultez les auteurs, pensaient faire cette espèce, disons, de dualité où moi, pauvre pécheur, qui a besoin d'un salut et qui suis que misère et mort, a besoin d'aspiration à un au-delà, au ciel, au paradis, où là se trouve le beau, le bon et le vrai. Mais nous verrons que ce basculement n'enlève rien. C'est la même réalité, mais approchée par l'immanence et non pas par la transcendance. On ne peut plus maintenant convoquer les gens vers cette espèce d'aspiration à un au-delà d'eux-mêmes. Vous parlez pour ne rien dire, c'est une chose qui n'a aucun sens. Alors que Dieu sait si elle était, mais d'une incroyable éloquence et vérité, il y a encore, mettons, 50 ans, sans parler de... Alors, si vous traduisez ce que dit Baudelaire, quand il dit le ciel, nous verrons qu'il s'agit du ciel, c'est-à-dire de cette mystérieuse présence, c'est une révélation de moi-même. Je suis opaque à moi-même, on l'a assez dit, je suis exilé de mon je. Et le beau me le renvoie en miroir. C'est jamais un pâle reflet, non pas de Dieu, comme disait Platon, ou suggère Baudelaire, de cette réalité, de même que elle me reflète, le vrai me reflète un autre aspect de cette réalité mystérieuse, et le bon moral me reflète aussi
cette vérité. Alors, c'est cet admirable et immobile instinct du beau qui nous fait considérer la terre et ses spectacles comme un aperçu, comme une correspondance du ciel, traduction, comme étant la preuve de mon exil, l'exil est le royaume, comme étant un reflet du royaume des cieux, qui est au-dedans de vous, dit l'Évangile. Mais on a 20 siècles pour le comprendre. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà, et que révèle la vie. Au-delà, non, au-dedans. Oui, au-delà de mon expérience humaine, je suis en exil. Mais n'allez pas le chercher, le ciel est vide de cette projection, c'est fini maintenant. La soif insatiable de tout ce qui est au-delà et qui révèle la vie est la preuve la plus vivifiante de notre immortalité, je dirais de notre spiritualité, de notre vrai climat, de notre vraie patrie. C'est à la fois par la poésie, à travers la poésie, par et à travers la musique que l'âme entrevoit les splendeurs situées derrière le tombeau. Non, oui, bien sûr, puisque la mort, ce sera le jour J de la vie. Mais elle me révèle d'abord, bien avant le tombeau, la présence de ce qui sera évidemment révélé sans aucune restriction alors à ma mort, où je plongerai dans cette évidence de lumière, de bonté, de beauté et de vérité. Et quand un poème esquis nous amène les larmes au bord des yeux, ces larmes ne sont pas la preuve d'un excès de jouissance, elles sont bien le témoignage d'une mélancolie irritée. C'est vrai que je suis frustré, mais de moi-même. Si j'y aspire tellement, c'est que ça parle le langage de mon véritable, mon être véritable. Elles sont bien le témoignage d'une mélancolie irritée, d'une postulation d'une ère, d'une nature exilée dans l'imparfait. Ah oui, d'accord. Ma nature m'exile de moi-même et qui voudrait s'emparer immédiatement sur cette terre même d'un paradis révélé. Oui, on peut s'en approcher tout au moins. Certains en ont fait l'expérience. Ainsi, le principe de la poésie est strictement et simplement l'aspiration humaine vers une beauté supérieure, mais je n'irai pas la chercher au ciel, et la manifestation de ce principe est dans un enthousiasme, un enlèvement de l'âme. De Paul Valéry, on ne pouvait pas mieux conclure, enfin, ce n'est pas encore la dernière conclusion, mais qu'est-ce que vous voulez dire de mieux que le beau est ce qui désespère? Pour conclure ce chapitre sur cette nostalgie, ce n'est pas une vraie définition, parce qu'il y a des beautés qui ne me désespèrent pas, mais à son terme, je crois qu'on peut savoir qu'on l'a atteinte, cette beauté, cette magie, cette chose dont je me sens en exil, que quand je ressens un peu la finitude et Je me rappelle quand on était gosse, alors pour moi ça m'avait énormément frappé. On allait au cinéma 1 ou 2 fois par an. C'est peut-être pour ça que j'ai encore des réticences à y aller maintenant, encore que peu importe. Mais c'était tellement magique. Vous ne pouvez pas vous imaginer, parce qu'on y est tellement habitué, surtout avec l'apparition de la télévision, de voir une image bouger sur un mur ou dans une boîte, mais pour nous, on aurait été fascinés par cette histoire. Vous imaginez pas tout ce qu'on a inventé, en tout cas comme gosse, pour projeter quelque chose sur un mur. C'était pas encore vivant, mais... alors, imaginez, c'est plus possible de refaire cette découverte. Mais nous l'avons faite. Alors, je me souviens que quand on sortait d'un film, par exemple, j'ai vu Blanche-Neige à l'âge où il fallait le voir, c'est-à-dire, c'était au tout début de la guerre, donc à l'âge où il fallait le voir, c'est-à-dire à cette tendre enfance, où ça nous a marqué, mais on est rentré dans notre petite monde insulaire, culturel, et on a pendant une année dessiné des Blanches-Neiges, fait des théâtres de marionnettes en carton avec des Blanches-Neiges, c'était quelque chose d'incroyable. D'autant plus que mon père nous avait acheté le disque, toujours en vinyle, qui graillait, mais on avait les chansons de Blanche-Neige. Mais sortir de ce film et se retrouver sur le trottoir, de reprendre le quotidien, mais c'était quelque chose, mais d'un pénible, de cette évasion absolue. On était en extase, ça veut dire se tenir hors. On n'avait que ça pour provoquer l'extase. Maintenant, il faut augmenter la dose, bien sûr, parce qu'on aurait l'extase, mais elle est tellement monnayée. Qu'est-ce qui pourrait provoquer maintenant l'extase? Cette extase supérieure, pas la drogue. Je sais pas ce qui pourrait pour les gosses représenter l'extase, comme nous l'avions éprouvé. Je me rappelle une fois avoir été au collège avec le directeur qui m'aimait beaucoup, du reste à lui que je dois mon orientation professionnelle. Il avait triché là parce que le directeur du collège m'avait
fait venir en cachette de tout le monde. Les autres aussi, il aurait bien voulu aller au cinéma. Voir un film sur... Il voulait cultiver ma vocation. Sur Charles de Foucault, c'était un film un peu lénifiant sur Charles de Foucault. C'est un homme qui avait vécu de manière très mondaine, un officier, puis pour finir, la grâce lui était tombée dessus, puis alors il avait fini comme anachorète, c'est-à-dire seul dans un désert en Afrique. C'était un très bon film, mais aujourd'hui ça ferait un tout petit peu propagande apologétique. Mais de voir dans cette grisaille de Saint-Maurice, qui est vraiment le pot de chambre de la Suisse, il pleut plus qu'ailleurs à Saint-Maurice, et puis c'est toujours gris. On a 3 heures de soleil par hiver, et Dieu sait si on y était l'hiver. Le soleil se lève du côté de la dent de morte d'un côté, il est happé par la cime du midi de l'autre, c'est 3 heures. Et aller le soir en catimini, avec lui bien sûr, voir ce film qui parlait de lumière, c'était le Sahara, moi je n'ai pas fait attention à l'aventure mystique, j'avais les yeux mais manger de lumière et ressortir, reprendre le quotidien, à rentrer au dortoir avec les copains qui ronflaient ou je sais pas quoi, et puis le lendemain, quelle horreur. Mais je me rappelle le sentiment physique de reprendre contact avec cette imbécilité qui est l'attraction terrestre, on doit mettre les pieds par terre pour ne pas tomber, c'était quelque chose, mais j'avais l'impression d'être devenu paralytique. Je n'arrivais plus à mettre un pied devant l'autre. Alors c'est un peu ça, le beau est ce qui désespère. Pour moi, c'était la beauté, parce qu'il y avait la lumière, il y avait le sable, le soleil, le désert. Rainer Maria Rilke, parce que la beauté n'est rien d'autre que le commencement de la terreur. C'est un peu du romantisme allemand. Nous pouvons à peine la supporter. Terreur, pour un latin, ça fait quand même un tout petit peu, disons, bon. Et nous l'adorons pour ce mépris serein avec lequel elle peut nous tuer. C'est vrai, il y a des désespérés de la beauté. Tous les anges sont terrifiants. Là aussi, c'est un poète qui parle, donc les mots vont au-delà des mots. Je pense qu'on ne peut pas en faire l'exégèse analytique. On comprend très bien ce qu'il veut dire. Mais c'est au-delà. Le beau est évident. Bon, ça, c'est évident que le beau est évident, mais encore faut-il le dire. Plotin, vous savez que Plotin, c'est notre patron. Plotin, c'est un platonicien, pas confondre, du 2e siècle de notre ère, ayant connu le christianisme. Et nous nous sommes mis sous son vocable, tout au moins, puisque son œuvre s'appelle l'Énéade, qui veut dire une œuvre faite, une neuvaine, si vous voulez, en 9 parties. Et nous sommes probablement, si nous avions le temps, on en ferait l'étude, mais comme mon but n'est pas du tout d'étudier un philosophe parmi d'autres, mais Dieu sait si nous sommes dans sa mouvance et bien dans son esprit. Et Plotin a beaucoup parlé de cette expérience humaine du beau. Le beau est quelque chose qui touche sensiblement. Vous savez d'où vient le mot esthétique? Le mot esthétique vient d'un mot grec aesthetikos, qui veut pas dire beau, qui veut dire perceptible au sens. Et c'est au XVIIIe siècle qu'un philosophe allemand, dont la postérité n'a pas gardé le nom, a choisi cette étymologie, parce qu'il fallait quand même essayer de nommer le cours, la philosophie qui prend comme objet, non pas un philosophe qui a parlé du beau, mais ce phénomène du beau. On avait encore à l'époque, on était encore branché sur le réel, et non pas sur la littérature philosophique comme on le fait aujourd'hui. Essayez de vous présenter dans une université, c'est que le professeur n'est pas là parce qu'il pourrait le dire, il en a assez souffert, que imaginez que vous ayez à l'université de Genève ou de Lausanne et que vous aviez votre licence à préparer, vous proposez le sujet de licence à votre professeur, et vous dites j'aimerais faire un traité sur le beau. Il vous dira mais d'après qui vous dites d'après la réalité, le beau. Il vous dira, mais il est fou, il vous traitera de fou. Il dira, mais c'est pas possible. Mais vous pouvez pas faire le beau. La dernière fois, on a fait une analyse de la liberté. Ça allait très bien parce que le professeur
me l'a dit après, lui aussi, il a fait ça chez Max Scheler. Alors, il connaît la problématique qui est très différente, parce que Max Scheler, ce que vous voulez, ma foi, il dit autre chose que nous, mais vous ne pouvez pas aller chez un professeur et dire « j'aimerais étudier la liberté ». En fait, mais ça n'a pas de sens. Ils vous diront ça. Mais comment est-ce que vous voulez traiter la liberté? La liberté d'après Saint-Augustin, Saint Thomas d'Aquin, Saint Bonaventure, Max Scheler, je ne sais pas, mais Jean-Paul Sartre, on en a beaucoup parlé. Vous dites non, la liberté, non, la réalité. Ah non, ça c'est pas possible. Donc on a débrayé du réel. Donc il n'y a plus d'objet philosophique, parce que Max Scheler n'est pas un objet philosophique. Parce qu'au terme de l'étude sur Max Scheler, on peut dire oui, mais alors est-ce qu'il a raison ou tort? Parce que Max Scheler pose 3 instances. Nous on avait dit l'intelligence et la volonté. Il y avait ce dialogue entre l'intelligence doit savoir que c'est mal. La volonté a envie de faire quelque chose de mal. Mais pour elle, ce n'est pas encore mal, hein, la volonté. C'est une pulsion. L'intelligence lui dit « Ah, stop, c'est mal ». Alors, la volonté ne peut pas, quand l'intelligence lui montre. Et pourtant, elle veut le faire. Alors, la volonté intervient de nouveau, dit « Oui, mais moi, je suis le critère du mal, du bien et du mal. » Ah oui, alors, dans ce cas-là, c'est bien. Bon. Cette analyse qui m'est bon. Elle est traditionnelle, mais elle me semble répondre. Mais ça n'a pas de sens. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit de savoir, parce que c'est vérifiable ce qu'a dit Max Scheler. Vous prenez le truc, vous dites, ah non, vous lui faites dire quelque chose qu'il n'a pas dit, comme ça, on est au clair. Mais si vous dites quelque chose par rapport à la réalité, il n'y a plus de critères. On vous dit, oui, mais vous dites ça, mais c'est peut-être pas vrai. Alors, on perd complètement pied. Alors, c'est la raison pour laquelle, quand le fameux philosophe a adopté ce mot à partir du grec, on avait encore la prétention, aujourd'hui on appellerait la prétention, de connaître le réel en philosophie. Dire après tout, il y a quand même une région de l'expérience humaine qui s'appelle, il n'y avait pas de mot, la perception du beau. On ne peut pas laisser négliger ça. Il y a la perception du bien et du mal. Ça alors, bon, on l'étudie. Mais d'après qui? Si c'est d'après Sartre, vous n'avez pas la même perception du bien et du mal. Alors je reviens à mes moutons, je ferme la parenthèse, pour vous dire à quel point on est des naufragés de la philosophie, puisqu'on n'a plus accès à l'objet de la philosophie. Dans les universités, il y a encore un endroit à Puy, une fois par mois, grosso modo, où on fait un peu de philosophie, très modeste. J'étais frappé de ça en venant ce matin. Je me suis dit vraiment, c'est le grain de Sénévé, parce qu'on n'est rien du point de vue du monde. Hein. Vraiment rien. Il faut le faire. Puis on verra, alors ça, après, ça, c'est plus notre sort. Nous, on a mis le grain en terre, puis on verra. Je referme la parenthèse que j'ai du mal à refermer. Donc, esthétique vient d'un philosophe qui, n'ayant pas de mot, parce que Aristote avait parlé de la création artistique, mais il avait appelé la poétique, poétikos, qui n'est pas tout à fait l'esthétique. La poétique, au sens aristotélien, c'est l'art de créer le beau. Mais ce n'est pas le beau en tant que tel. Alors il ne parle pas du beau de la nature, du beau de la perception esthétique, des 4 formes. Mais nous, on ne fait pas un cours de poétique. D'autant plus que le mot s'est restreint encore aujourd'hui. La poétique, c'est alors plutôt l'art d'écrire dans notre perception. Pour Aristote, non, c'est l'art de l'artiste. Alors il a adopté cette origine qui veut dire, qui est perceptible sensiblement, qui n'avait pas de connotation de beauté, qui est perceptible sensiblement, aesthetikos. C'est la raison pour laquelle Plotin a raison de dire le beau est quelque chose qui touche sensiblement. Tandis que l'intelligence, rappelez-vous, c'était des concepts, c'était abstrait, bon, ça a son charme, bon, pourquoi pas. Mais là, on reçoit des coups de poing à l'estomac quand la beauté vous tombe à la figure, vous saute à la figure. Dès la première impression, très important, il faudra en rendre compte de ça. On n'apprend pas, à part le removens prohibens. C'est vrai que le professeur, mais je suis sûr que si un élève ou l'autre, y compris moi, avait été bouché à sa musique,
Bon, on aurait passé 1 heure à écouter des trucs, il n'y a rien à faire, hein, si on n'en ressent pas. On peut se former un peu l'oreille. Mais vous savez, removens prohibens, on avait peut-être des préjugés, on était un peu bloqué, on peut débloquer les obstacles. Que l'âme perçoit avec intelligence, reconnaît, j'ai souligné le mot, parce que vous verrez à quel point c'est important, et accueille à laquelle elle s'ajuste en quelque façon. Tout est dit là-dedans, il y a tout le programme de notre cours, mais c'est surtout ce mot « reconnaît ». C'est assez étrange finalement. Imaginons que, parce qu'on a longtemps pensé que la beauté venait du fait que, par habitude, par mode, on vous le dira du reste, on dira, mais écoutez, chez nous on aime quelque chose, les Chinois ne l'aiment pas, inversement. Alors, c'est pas vrai. Prenons une simple petite expérience qu'on peut vérifier tous les jours. Imaginons que quelqu'un soit élevé en dehors de la culture littéraire et artistique. Je connais des gens qui ont vécu dans une ferme, des garçons intelligents par ailleurs. Alors, imaginons un de ces garçons qui arrive à 18 ans dans une ville. Donc, il a connu ses parents, les voisins, il a connu pas mal de choses déjà, il a vu. Et tout à coup, au hasard d'une rencontre sur le trottoir, il voit un visage nouveau pour lui, d'une jeune femme, d'une jeune fille, d'un garçon, peu importe. Ou avec une évidence souvent violente, il reçoit de plein fouet cette révélation, c'est une révélation de la beauté. Il ne sait pas ce que c'est encore, hein. Mais il est blessé, la première expérience, il est blessé. Et il a reconnu la beauté, alors qu'on ne l'avait pas expliqué, le moins qu'on puisse dire, et que ça ne ressemblait pas ni à son frère, ni aux voisins, ni à quoi, aux animaux de ferme. Non, non, c'est tout à fait original. Alors il faut rendre compte de ça, parce que toutes les explications qu'on a données, qui s'en réfèrent à la culture, à la mode, à l'éducation, tout ça, c'est balayé d'un revers de main par cette phrase qui ne respecte pas, la phrase de Plotin la respecte, elle. L'originalité de la perception du beau, c'est son côté d'évidence, de reconnaissance. Mais qui dit reconnaissance, si on ne se paye pas de mots, dit que je le connaissais. Reconnaître, c'est avoir connu. Or, je viens de vous montrer que le candidat dont j'ai parlé ne le connaissait pas. La première fois qu'on écoute une musique, j'ai fait cette expérience 2-3 fois, parce qu'on m'a dit, écoute, il faut absolument que tu écoutes. Je me rappelle pour Carmina Burana, que je ne le connaissais pas du tout, je n'avais pas été préparé. J'étais resté à Bach, Mozart. Bon. Et tout à coup, c'était d'une violence, mais immédiatement, mais incroyable. Et je me rappelle avoir été chez des amis quelque temps plus tard, parce que alors, je m'en suis fait l'ardent apôtre de cette musique qui me... Et on avait passé une soirée, puis après, comme la soirée prolongeait, on a voulu mettre autre chose. Impossible. Vous pouvez, en tout cas, nous, et pourtant c'était des mélomanes, impossible. Vous mettiez du Bach là derrière, du Mozart. Il n'y avait rien à faire. C'était trop violent. Et du coup, maintenant, je ne peux pas... Je fais très attention parce que j'en suis pendant 3 jours avec ces rythmes dans la tête, et puis ça m'obsède. Alors, si je l'ai reconnu, c'est que je le connaissais. Mais bien sûr que je l'ai reconnu. Alors, on n'a pas besoin de me faire un dessin. On aurait pu me dire, écoute, 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 puis j'aurais écouté, puis je dis non, ça ne me dit rien. On m'a fait des fois des trucs, on m'a dit, écoute, ça, il faut absolument écouter. Je dis non. Je n'ai aucune raison de mentir. Je dis non. Peut-être par politesse, j'atténue, mais non. Mais comment expliquer que je reconnais quelque chose que je ne connaissais pas? Oui, ben on y arrivera. Tout simplement, je le connaissais sans le savoir. Et accueille, et à laquelle il s'agisse en quelque façon. De Platon, 4 siècles avant Jésus-Christ, 5 siècles avant Jésus-Christ, quand un homme aperçoit les beautés d'ici-bas et se ressouvient de la beauté véritable, lui l'explique comme ça. Il dit, mais on l'a contemplé. C'est du reste une des preuves de sa théorie philosophique. Alors il appliquera ça à toute la connaissance. Vous voyez un cheval, vous comprenez ce que c'est que vous l'avez déjà vu avant de naître. Il fait même la démonstration d'un élève de Socrate à qui on demande de faire le double d'un carré. C'est une démonstration extraordinaire. Hein? Alors on prend un esclave qui est intelligent mais qui n'a pas fait d'études. Il dit, tu veux faire le double d'un carré?
Alors, c'est un long dialogue. Alors, l'esclave, il dit, mais oui, facile. Alors, il commence. Puis on lui dit, mais c'est pas le double. Il dit, non, c'est pas le double. Puis après, il fait comme ça, puis on dit, c'est pas le double, c'est le quart. C'est 4 fois. Alors, on lui pose des questions, mais on ne lui dit pas la solution. Alors, ayant vu que ça n'allait pas, pour finir, il fait ça, et puis il se rend compte, évidemment, c'est le double, puisqu'ici on en a 2, 1, 2, puis là on en a 4. Et Platon conclut par l'instrument de Socrate, il le dit explicitement, comment peut-il le savoir s'il ne l'a déjà pas déjà contemplé avant de naître dans le monde des idées pures? Nous, on dit, mais non, mais il l'a découvert analytiquement. Mais pour Platon, c'est la preuve irréfutable qu'on a vécu avant la vie, qu'on est exilé du monde que nous, les chrétiens, on met après la mort, lui le met avant, et que tout ce qu'on connaît, c'est jamais que des réminiscences. Pour l'expérience de la beauté, ça semble lui donner raison, hein. Parce que là, on peut à la rigueur dire, mais écoutez, non, vous infléchissez l'expérience, parce qu'en fait, vous le guidez, puis alors comme il n'est pas ça, il finit par écarter des solutions fausses, puis il finira par trouver la bonne. Mais quand il s'agit de la beauté, on ne tâtonne pas. Comment expliquer le fait qu'une beauté, comme pour moi, Carbina Burana, m'a sauté à la figure et m'a envahi? Il y a même un petit passage de la symphonie, le truc sur les chats, Katz ou je ne sais pas quoi, la chanson de Chrysélis, mais tout le reste, j'ai écouté plusieurs fois, hein, beauf, mais tout à coup est arrivé le chant là, que chante Barbara Streisand. J'ai trouvé ça alors d'une beauté presque absolue. Si bien que je le repasse uniquement ce petit passage, qui n'est pas long, mais tout le reste, peut-être qu'il faudrait que je m'y fasse, Enfin, je vous donne une expérience personnelle, vous en avez d'autres, elle n'est pas déterminante, mais je pense qu'il y a cette espèce, disons, de reconnaissance du beau. Mais pas selon la théorie de Platon. Quand un homme aperçoit les beautés d'ici-bas et se ressouvient de la beauté véritable, son âme prend des ailes et désire s'envoler. C'est mal exprimé, je le reconnais, oui, mais pas pour l'avoir contemplé avant. Voilà. La dernière page de ces 2 feuilles, c'est ce que nous allons développer. Le beau de l'un, le beau du bon. On verra qu'il y a 4 régions du beau. Ce sera l'objet de la deuxième partie. Einstein et les grands savants physiciens de notre époque cherchent une équation, une formule qui révélerait, qui ferait comprendre, qui comprendrait tout l'univers matériel, toutes les lois de l'univers matériel. Il y en a une qui est déjà assez complète, synthétique, c'est énergie égale mc2, c'est-à-dire la masse multipliée par la vitesse de la lumière au carré. En philosophie, en métaphysique, cette formule existe, nous l'avons déjà vue. Mais nous ne l'épuiserons jamais. Et à chaque fois que le programme la remet d'actualité, c'est pour moi une découverte plus fraîche, plus nouvelle que la première fois. Cette cette équation est la suivante. L'être est toujours un, vrai, bon et beau. C'est pour ça, cette équation, elle est, je vais aussi faire le Removens-Prohibens, je vais vous montrer qu'elle est évidente, mais elle n'est peut-être pas perceptible immédiatement. Mais c'est la raison pour laquelle il y a 4 épiphanies du beau. Nous verrons le beau de l'être, le beau de l'un, le beau du vrai et le beau du bon. Les transcendantaux, ces qualités-là, ces 4 s'appellent les transcendantaux. C'est le nom qu'on leur donne. Qu'est-ce que veut dire transcendantaux? Transcendere, ça veut dire passer à travers. Toutes les réalisations de l'être, toutes, c'est-à-dire ça va de la couleur de cette craie à moi, à vous, à la lumière, à tout ce qui est hors du néant, de quelque manière que ce soit, est affecté de ces 4 qualités, un vrai bon beau, dans la mesure où c'est de l'être. Pendant une leçon
ou peut-être même deux. Nous verrons le beau de l'être, le beau de l'un, je vous le dis tout de suite, c'est l'art, le beau du vrai, c'est le beau de la technique, et on verra à quel point ça peut être extraordinairement beau quand c'est vrai, quand c'est fonctionnel, et le beau du bon. Mais je ne voudrais quand même pas mettre cette équation au tableau noir d'une manière un peu trop scolaire, enfin, comme à l'école, on répète la formule. Je voudrais vous la faire déguster, savourer. Mais la première chose à faire, justement, c'est de comprendre, alors comment peut exister le contraire, le laid, le mauvais, le mal. Il existe quand même dans le monde du mal. Ce serait très bien si tout était un vrai, bon, beau. Ce serait le paradis sur terre. Mais il existe le mal. Je ne peux quand même pas le nier. Eh bien, tout simplement, le mal, c'est l'équation inverse. Le mal, c'est toujours le faux, c'est toujours le multiple, la division. C'est toujours du non-être, une carie antitative, ce n'est pas le néant. Et surtout, c'est laid, la laideur, c'est toujours du non-être, c'est-à-dire une harmonie qui est non réalisée parce qu'elle a des éléments qui n'ont rien à y voir, c'est faux et c'est mauvais. On va prendre un exemple. Le plus simple, on peut le prendre n'importe où, mais le plus simple qu'on comprend bien comme première perception, c'est une famille. Prenons cette réalité qui est une famille. Ce n'est pas une réalité substantielle, mais on ne peut quand même pas nier qu'une famille existe. Alors, cette famille, cet être relationnel, la famille, elle est une. Elle est vraiment famille, et c'est bon et c'est beau quand elle est une famille. On n'ajoute rien, il suffit d'être famille, de réaliser ce concept, cette réalité, pour que ce soit vrai. Elle a une vérité d'être, ça fonctionne, c'est bon, c'est-à-dire il y a de la bonté qui circule en interne et externe, et c'est beau. Par contre, sitôt qu'il y a division dans la famille, on peut commencer par ce transcendantal, ça devient faux, ce n'est pas une vraie famille, c'est l'apparence, on joue le jeu, mais ce n'est pas vrai. C'est mal, c'est quelque chose qui est douloureux, c'est laid par toutes les tricheries, et ce n'est pas une vraie famille, c'est-à-dire ça n'est pas, la famille n'est pas réalisée. Les exemples, je vous l'ai dit, on pourrait prendre cette craie, on pourrait prendre n'importe quoi, mais je montrerai aujourd'hui, pour varier un peu les plaisirs, parce que nous avons déjà exploré un peu cette équation, partir avec les 7 leçons sur l'être de Jacques Maritain, dont je vous ai parlé tout à l'heure, un des livres les plus extraordinaires, parce que c'est le seul qui parle de l'être en tant que tel. Ne soyez pas offensés par le fait qu'il n'est pas coupé, ce livre. C'est tout simplement parce que j'en ai 2 exemplaires, et celui-là, je le réserve pour les grandes occasions, mais l'autre, il est bien écorné et bien utilisé. Alors, j'aimerais vous amener simplement aujourd'hui à pénétrer ce mystère de l'être, dont découlent ces qualités, qui ne sont pas surajoutées. Je vais vite prendre ce point parce que je crois que c'est important que vous le compreniez. Si je prends Pierre, cet homme qui s'appelle Pierre, ses qualités, intelligent, sportif, habile, sont des qualités qui perfectionnent Pierre. Et elles ne sont pas par nature liées à Pierre. Pierre pourrait ne plus être intelligent, ne perdre son habileté, ne plus être sportif. Tandis que là, c'est l'être lui-même, j'ajoute pas des qualités, ce qui est un vrai bon beau, seulement c'est tellement riche, cette perception de l'être, que j'ai besoin de plusieurs concepts, considérer les concepts comme des godets. Et de fait, c'est des godets, c'est des petites prises sur la réalité. Alors, la réalité, elle, par elle-même, elle est un vrai bon beau, mais moi, je ne peux pas comprendre quand je dis être, je sais, mais je ne vois pas que c'est un vrai bon beau. Il faut que j'ai plusieurs concepts. Je ferme la parenthèse. Aujourd'hui, on va essayer de, plutôt que de mettre un mot au tableau noir, d'essayer de s'approcher de cette intuition de l'être. Il y a 2 manières de le faire, d'une manière très théorique par l'abstraction, en comparant l'abstraction totale à l'abstraction formelle, mais je vais prendre une expérience beaucoup plus simple.
Je vais vous demander de faire cette expérience, même ceux qui suivent le cours par le truchement, qui suivent le cours virtuel. Essayez de bien suivre ce que je vais vous dire. Ce serait dommage que vous manquiez une expérience intellectuelle, philosophique. Ce n'est pas seulement un cours abstrait maintenant, ça va être quelque chose qu'il faut que vous puissiez presque toucher. C'est une intuition, comme toutes les intuitions, elles sont incommunicables, mais on peut y amener. Imaginons, et ce n'est pas trop difficile, que vous soyez né, venu au monde, dans l'existence, il y a une demi-heure. C'est peut-être pas possible, mais c'est imaginable. Étant donné qu'il y a 45 ans que vous êtes, je télescope ces 45 ans en 45 minutes, si vous voulez, 3/4 d'heure. Vous seriez assis et assise à la place que vous occupez, dans l'état intellectuel de développement que vous avez. Imaginons que jusqu'à présent, vous soyez resté dans une sorte de léthargie, mais que votre intelligence, mystérieusement, on peut évoquer le miracle, se soit préparée à son acte qui lui est propre, et non pas petit à petit au cours de l'enfance, mais simplement, elle n'est en acte de fonctionner. Vous vous êtes réveillé à l'être il y a une demi-heure, ou bien 5 minutes. Qu'est-ce que vous verriez? Rien de ce que vous connaissez. C'est-à-dire, vous ne sauriez pas que ça c'est un tableau noir, que ça c'est un professeur, vous ne sauriez même pas que c'est lui qui parle. Vous auriez des bruits dont vous ne sauriez même pas que c'est une parole, bien sûr. C'est des choses qui frappent vos oreilles, des couleurs qui frappent vos yeux, des perceptions physiques. Imaginez, hein, vous ne savez rien de rien. Par opposé, c'est ce qui nous empêche de voir l'être. C'est que maintenant, l'être est devenu banal, étant donné que vous savez que ça c'est un pupitre, que le professeur c'est un professeur, on le connaît, on connaît ses tics, on connaît par cœur. Le tableau noir, la salle de classe, les lumières, c'est d'une banalité. C'est usé jusqu'à la corde, c'est inintéressant au dernier degré. Reprenons notre expérience contraire. Il n'y a pas quelque chose de plus intéressant qu'une autre, il y a cette espèce, disons, de choc, parce que alors ça c'est un choc, hein, de découverte du réel. Et par le fait que vous ne pouvez rien nommer, vous ne pouvez pas être distrait par ce que Sartre appelle le faible repère que les hommes ont tracé à la surface de l'être. L'être vous apparaîtrait, essayez d'imaginer quel choc vous recevriez. Ce ne serait pas de l'effroi, non, mais ce serait un étonnement, mais incroyable, étant sorti du néant, ne connaissant rien à rien, dans l'état de conscience que vous avez maintenant, non seulement, vous ne pourriez pas dire « où suis-je » n'ayant pas de langage, mais alors ça, vous vous poseriez la question, non pas le « où », c'est encore trop, mais « suis » ou « est », l'être « est », avec une violence, une intransigeance, une impossibilité de mettre en doute. Vous pouvez mettre en doute maintenant vos connaissances. Vous pouvez dire, oui, mais est-ce que je connaîtrai toujours les belles choses qu'on apprend ici, l'esthétique? Est-ce que je connaîtrai la nature du bois qui est devant moi? Est-ce qu'on connaîtra les atomes? Il y a beaucoup de mystères. Là, vous n'auriez aucun mystère. Tenez, vous ne sauriez même pas qu'il y a quelque chose à connaître. Mais vous auriez cette espèce, disons, d'incroyable, mais d'une absolue évidence. On ne mesure pas à quel point les choses existent. Donc, l'opération que je suis en train de faire, de décrire avec vous, elle est connue dans la philosophie traditionnelle, mais elle n'est pas expliquée comme ça. Moi, on ne m'a jamais enseigné ça comme ça. Je vais vous expliquer comment on l'enseignait. Mais c'était cette expérience qu'il fallait nous traduire. Si on avait pensé que les notions abstraites ne pouvaient pas être, à moins qu'au bout de 30 ans, où on pouvait les approfondir. Mais je reprends mon expérience. Alors,
Vous pouvez faire ça le soir chez vous, hein, quand vous avez l'esprit mais encombré de soucis, et Dieu sait si nous avons des raisons d'avoir des soucis, après une journée qui n'a pas marché comme on le voulait, de faire le vide du faible repère que les hommes ont tracé à la surface de l'être, c'est-à-dire de toutes ces choses qu'on nomme, on n'arrête pas de les nommer, surtout si elles sont chargées d'affectivité négative. Quand elles sont positives, elles sont peut-être moins envahissantes, bon, elles sont plus rares. Si on pouvait retrouver ce qu'est l'expérience des bouddhismes, du reste, de toute spiritualité, qu'elle soit digne de ce nom, qui ne file pas dans les nuages, l'être est. Ce qui est. Je suis au contact d'une irréfragable réalité. C'est peut-être ce qui rend le mal, mais encore que le mal est très secondaire, puisque le mal, c'est une carie. Carie, c'est un trou, antitative. Carie, qui vient du langage de la médecine dentaire, mais antitative veut dire de l'être. Il faut d'abord quelque chose pour qu'il y ait du mal, et cette chose, elle est privée. Mais je ne pourrais pas faire le mal à l'absolu, un mal total, ça n'a pas de sens, puisque c'est du non-être. Alors là, ce serait du non-être. Alors, je reprends. Si j'arrivais à m'abstraire du kaléidoscope des choses, de cette espèce de carrousel incessant qui m'occupe l'esprit, qui me distrait, du reste, à peine qu'on est un peu en contact avec soi-même, on veut de nouveau être pris par le kaléidoscope des choses, cette chose qui change perpétuellement. Si on pouvait voir les choses telles que je les verrais dans le pure existence, cette espèce d'acte qui les pose hors du néant, je sentirais la violence de l'être et je verrais à quel point il est positif, à quel point cette espèce d'insulte au néant, c'est-à-dire de cette négation du néant, parce que ça pourrait ne pas exister, et c'est. Je me poserais le problème, et ça, étant donné que je sais qu'il y a une demi-heure que j'existe, d'où suis-je sorti? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Un peu comme si on se réveillait après peut-être 10 ans de sommeil, et puis on revoit le monde. À ce moment-là, les choses perdent leur importance les unes par rapport aux autres. Elles deviennent toutes d'une importance totale, c'est-à-dire je reprends contact avec le réel. Je vais vous expliquer en quelques mots, parce que c'est bon ma devise, c'est eadem sed aliter, de dire les mêmes choses mais d'une autre manière. C'est peut-être pour ça que, de fait, la métaphysique n'existe plus. Ce que je suis en train de faire, c'est de la métaphysique, c'est-à-dire cette partie de la métaphysique qu'on appelle l'ontologie. Essayez de parler à un professeur actuel, à un philosophe de l'ontologie, étude de l'être. Non pas de l'être matériel, non pas de l'être vivant, non pas de la qualité, non pas de la propriété, non. Ça, l'être, cette espèce de réalité fondamentale qui nous arrache au néant et qui est fondamentalement une vraie bonne et belle. Pour autant qu'elle ne soit pas gangrénée par justement le non-être, qui fait qu'alors c'est un drame, parce que la plupart du temps, certains philosophes allemands mettent le mal d'abord. Schopenhauer, c'est d'abord l'être comme mal, comme souffrance. La métaphysique rétablie dit, mais ce n'est pas intelligible. Il y a d'abord l'être. Alors comment est-ce qu'on faisait pour l'abstraire, cet être? Eh bien, il y a deux sortes d'abstraction. Voyez, par exemple, si je veux essayer de comprendre la réalité matérielle, j'ai par exemple Pierre, un animal, une plante et un caillou. Il y a des genres de plus en plus riches. Par exemple, Pierre, il est d'abord dans le genre matériel, ensuite dans le genre vivant, dans le genre sensitif et dans le genre rationnel, c'est-à-dire conscient. Si maintenant je dis qu'est-ce que l'animal, qu'est-ce que la vie, je suis obligé de laisser de côté ça. Je prends uniquement le fait que c'est un être matériel capable de se reproduire et de s'alimenter. Mais j'abstrais, c'est-à-dire je laisse de côté que par ailleurs il peut être sensitif ou intelligent. Ça ne fait pas partie du concept. On abstrait, on laisse de côté certaines caractéristiques qui
qui brouillerait complètement la vision des choses. Je vous donne un exemple très simple pour vous montrer que toutes nos connaissances sont abstraites. Par un exemple, alors, quotidien. Dieu sait si aujourd'hui on se méfie de l'abstraction. Mais c'est une opération absolument nécessaire, c'est la vie de l'esprit. Imaginons qu'on reçoive un jour un homme qui n'a jamais bu de vin. Il vient d'un pays musulman où on n'en avait pas, mais lui, il veut se libérer. Et puis dire, mais j'aimerais quand même une fois savoir ce que c'est que le vin. Vous en parlez beaucoup, vous avez fait une religion autour du vin mystique, le sang du Christ. J'aimerais savoir ce que c'est. Alors, on lui fait goûter le meilleur vin, admettons. On prend une malvoisie de derrière les fagots, et puis on lui en sert un verre. Il dit, voilà, c'est ça le vin. Il boit. Mais figurez-vous qu'il ne saura pas ce que c'est que le vin. Absolument pas. Pourtant, on pourrait dire, mais enfin, il boit du vin. On ne lui a pas donné de la pibine, on ne lui a pas donné de l'eau, on ne lui a pas donné du Coca-Cola, c'était du vin. Mais vous savez pourquoi? Parce que dans toutes ces sensations qu'il a reçues, il y en a beaucoup, hein. Ne serait-ce d'abord que la couleur. Le vin était blanc. Alors, il faudra lui dire, le blanc, vous laissez de côté parce qu'il y a du vin rouge. Donc, le rouge ne fait pas partie de l'essence du vin. On devra isoler le fait que c'est très fruité. Pour dire, oui, mais il y a des vins qui ne sont pas fruités, vous en aurez d'autres. On laissera de côté le fait qu'il a une sorte de volupté particulière, etc., etc. Pour finir, on lui dira, voilà, il y a un noyau de perception, alors il faudra lui donner plusieurs vins. Alors, il va isoler, il dit, il y a quelque chose que j'ai retrouvé toujours, une sorte de noyau, mettons plutôt un noyau, que j'ai retrouvé à travers le vin rouge, à travers le vin fruité, à travers le vin plus sec, à travers le vin de haut de gamme qui a été cueilli après la saison, des Pétrus, des châteaux Yquem, qui vaut je ne sais pas combien, 1000 francs la bouteille, on lui en donne, du champagne. On dit non, le pétillant ne fait pas partie du vin. Pour finir, après pas mal d'expérience, il aura abstrait veut tirer hors de, laisser de côté beaucoup d'éléments, puis dira, maintenant, enfin, je sais ce que c'est que le vin. Donc, vous ne pouvez pas connaître une chose si votre esprit, très rapidement, laisse de côté ce qui n'en fait pas partie de l'essence, on appelle ça l'essence, des propriétés accidentelles, c'est-à-dire de ce qui, de toute façon, il y en aura des propriétés accidentelles, mais ce ne seront pas les mêmes. Alors ça ne fait pas partie. On pourrait multiplier des exemples. Si quelqu'un me dit, c'est quoi une arme? Je lui dis, il faut laisser de côté du fait que ça fasse du bruit quand c'est une bombe, que ce soit gros ou petit, c'est un instrument fait pour attaquer ou pour se défendre. Ah, maintenant je sais ce que c'est. Ça peut être même psychologique, une arme psychologique. Donc il a isolé des différentes armes, il a laissé de côté tout ce qui n'était pas l'essence. Ça s'appelle l'abstraction totale, c'est-à-dire je descends à des concepts de plus en plus généraux, mais de plus en plus pauvres. Alors il y a certains qui pensent que l'être, il s'obtient par cette opération-là. Alors l'être, c'est le commun dénominateur à tout ce qui existe. C'est les choses de l'univers. Je laisse de côté que ce soit vivant, que ce soit intelligent comme l'homme, que ce soit beau, que ce soit laid. C'est un commun dénominateur qui vaut pour tout. C'est une notion qui est vidée à peu près de toute substance. C'est-à-dire, avec ça, je ne peux rien faire. Et il y en a ceux qui croient que c'est ça, l'étude de la métaphysique, que c'est le concept le plus vaste, puis en même temps le plus pauvre. C'est évident que quand je dis qu'est-ce que l'être matériel, la définition est vraiment réduite à l'extrême. C'est un être spatio-temporel, situé dans l'espace et du temps, qui renferme une certaine énergie compacte autour de certaines unités qu'on appelle les atomes. Voilà. Alors je laisse vous imaginer des pans complets du réel, les montagnes, les montagnes encore que je pourrais encore les intégrer dans l'être matériel, enfin tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait la vie. Alors certains ont pensé que la métaphysique étudiait une réalité qui en fait était la plus pauvre possible. En fait, mais non. Je dois rien enlever de mon concept d'être, puisque tout est de l'être. Donc c'est une abstraction formelle. Alors, qu'est-ce que veut dire l'abstraction formelle? Comment voulez-vous que j'enlève de ma notion d'être
quoi que ce soit, puisque ce que j'enlèverais, ce serait de l'être. Par contre, j'ai bien le droit, quand je dis qu'est-ce qu'un animal, de laisser de côté du fait que cet animal peut être conscient. Ça ne fait pas partie du concept. Sinon, alors tous les animaux seraient conscients, ce qui n'est pas le cas, il n'y a que les hommes qui le sont. Par contre, quand je fais une abstraction formelle, je dois tout maintenir. C'est l'expérience que je vous ai proposée. Toute simple, enfin simple, elle est difficile parce qu'elle est simple. Ce serait tout à coup de ne rien laisser en dehors de mon regard intellectuel, d'abord physique évidemment, mais de toute chose. Je ne considère que le fait que c'est de l'être, mais je ne mets rien en dehors. Cette craie, c'est de l'être, la blancheur de cette craie, c'est de l'être, la lumière qui me vient, c'est de l'être. Alors cette espèce, disons, de masse, mais ce n'est pas une masse, cette espèce de réalité qui est une sorte de cristaux liquide, si vous voulez, mais qui imbibe tout. La formule de Maritain, je la trouve merveilleuse. L'être imbibit differentias. Il imbibe, il est dans les différences, il fonde les différences. Vous voyez, ici, j'ai deux couleurs. L'une est exclusive de l'autre, c'est-à-dire je ne peux pas faire que l'une soit l'autre si j'en ai deux. C'est pourtant l'être, le même, l'unique, l'être. Il n'y a pas deux manières d'être, c'est être hors du néant, qui fait que je ne suis pas l'autre. Donc l'être se contredivise de lui-même. Si moi je ne suis pas vous, c'est par l'être. Il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'une façon d'être hors du néant. Et c'est par le vôtre que vous n'êtes pas moi et que vous n'êtes pas quelqu'un d'autre. Il y a cette espèce de mystère qui fait que l'être, il est partout présent, mais partout présent est unique. Parce que, réfléchissez, il ne peut pas y avoir deux... Oui, il peut y avoir deux êtres, deux craies, deux hommes. C'est pas de ça que je parle. Il ne peut pas y avoir deux manières d'être hors du néant. Ou bien vous existez ou vous n'existez pas. Alors cette réalité incroyable, je ne peux que l'approcher par une sorte d'intuition. Et à ce moment-là, elle devient d'une richesse extraordinaire. Je peux la rejoindre par l'expérience intérieure. Certains le font par cette voie, je vais vous le montrer tout à l'heure. Mais d'abord simplement par cette vision du monde qui m'entoure, pas trop en me laissant distraire par les yeux, par la perception physique, simplement par l'étonnement. Vous savez cette phrase qu'on attribue à Heidegger, je crois, qui est la phrase qu'on devrait se répéter tous les soirs avant de s'endormir ou quand on a du souci. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est bête comme chou, et pourtant tout est dit. Et personne ne sait répondre à cette question. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? C'est quelqu'un tout à coup, je pense que les enfants sont métaphysiciens. C'est pour ça qu'ils posent la question, mais pourquoi il y a la lune? Pourquoi ça? Pourquoi la neige? Qui c'est qui a fait la neige? Puis on ne sait pas répondre. Mais la question la plus fondamentale, mais pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt? Pourquoi je suis cette passion douloureuse embarquée dans cette aventure de l'existence? De temps en temps, il y a une phrase, je crois, qui est sprayée au bas du petit chêne. Arrêtez le monde, je veux descendre. C'est du même ordre. C'est-à-dire, tout à coup, je ne veux pas partir de Suisse, je ne veux pas partir de l'armée suisse, je ne veux pas partir de la société de Lausanne. Je veux arrêter cette réalité d'être. Je ne veux pas me suicider parce que je risque de me retrouver de l'autre côté. Je pressens qu'il y a quelque chose qui est contingent, qui aurait pu ne pas exister. Tout l'être dont j'ai l'expérience est contingent. Je le vois bien qu'il pourrait... Je vois très bien que j'aurais pu ne pas exister. Alors ça, il n'y a pas besoin de faire un dessin. L'enfant le comprend. On lui dit qu'il est né dans un chou. Mais il voit très bien qu'il aurait pu ne pas exister, puisqu'il a commencé d'exister. Mais tout... Alors, pourquoi y a-t-il quelque chose plus rien, plutôt que rien? Alors là, je ne détaille pas. Je prends tout ensemble. Je prends ce commun dénominateur, non pas appauvrissant. Ce n'est pas une catégorie commun dénominateur où je fourre tout, mais où je ne garde rien de ce qui existe. Non, au contraire. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? On devrait se le dire, ça. Et puis s'en étonner, et peut-être même s'en émerveiller. Si difficile que soient les circonstances. Parce que tout à coup, on ne peut plus prendre seulement ça au tragique.
C'est pour ça que je disais une fois dans un cours, ça n'était pas tout à fait bien compris, c'était des adolescents. Le présent est radieux même s'il est douloureux. Le présent, c'est l'être. Si on pouvait vivre le présent, à moins d'une rage de dents, alors carabinée, le présent est radieux même s'il est douloureux. Surtout douloureux moralement, parce qu'on se fait du cinéma pour des choses qui n'existent pas encore, qui existera autrement. Alors si on revient à cette réalité fondamentale de l'être, qu'on le laisse apparaître en toutes choses, qu'on le laisse chanter, parler, alors on pressent qu'il est un vrai, il y a une vérité fondamentale, qu'il est bon, il ne me veut pas de mal, puisqu'il est positif, et puis qu'il est beau. Mais très vite, on est de nouveau happé par la fantasmagorie de la roue de l'infortune, comme disent les bouddhistes, c'est-à-dire de la roue de l'existence, ou alors je vais me retrouver comme moi, quand je sortais du cinéma, je me retrouvais petit collégien avec tous mes soucis scolaires et autres, avec les copains, puis c'était pendant la guerre, on était mal nourris, puis enfin, on n'avait pas tellement... C'était pas très drôle cet internat à l'époque. Mais là, je peux y rester cette fois-ci, dans cette sorte, disons, de petit décrochage par rapport à l'être, c'est-à-dire la connaissance me l'objective. Je me dis finalement, tout ça, ça n'aura qu'un temps, ça pourrait ne pas exister, tout. On est embarqué dans une espèce d'énorme bateau, c'est le cas de le dire, et puis on prend ça trop au sérieux, hein, beaucoup trop au sérieux. Maintenant, regardez bien. Ça, c'est une approche du beau, puisque le beau est une épiphanie de l'être. Si je pouvais rester sur cette contemplation de l'être, je le verrais comme un diamant avec plusieurs facettes, et il m'apparaîtrait un vrai bon beau. Mais si on se réfère aux cours que nous avons faits durant ces années de fidélité à la philosophie, qui vous honore, rappelez-vous, vous avez déjà vu ce petit schéma, le je qui est entouré du moi, qu'on avait traduit par le monde de l'avoir, par le monde de la nature humaine. Et puis, je ne devrais pas le dessiner comme ça, du reste. Le je devrais dessiner un point uniquement. Il y a là, au centre, une réalité très mystérieuse, qui est alors l'être, c'est-à-dire celui qui a telle qualité, tel corps, tel l'esprit, telle intelligence. L'intelligence, c'est encore du domaine de l'avoir. Mais il y a cette mystérieuse, inaccessible directement. Certains même pensent qu'elle n'existe pas. Ils regardent en dehors. Et non, pas. Mais on peut la rejoindre philosophiquement, par la mystique, par la religion, c'est autre chose. Mais ça revient au même parce qu'on n'en a qu'un. Mais rappelez-vous, on avait dit que quand je vois, il se peut que ce que je vois ne me soit pas très bien connu, mais que je vois, alors ça c'est clair comme le jour, et même bien plus clair que le jour. C'est donc que le je, il est la source du vrai fondamental. C'est-à-dire, quand je me réveille la nuit, je vois immédiatement que ce que j'ai rêvé était faux, et maintenant, je suis. Je ne sais pas encore quoi je vois même rien puisque je n'ai pas ouvert les yeux. Mais il y a une sorte de lumière, de vérité d'être, parce que ça c'est l'être fondamental, je suis être absolu, un. Mais on avait aussi vu que pour moi, pas pour les animaux, les choses m'apparaissent bonnes ou mauvaises. C'est ce qu'on avait appelé le cours d'axiologie. On avait fait 3 leçons. C'est-à-dire, pour moi, une chose n'est jamais neutre, à moins que je ne le fasse sans penser, me gratter la tête, mais un acte est toujours bon ou mauvais. Et Dieu sait si on est taraudé par l'axiologie, c'est-à-dire le bien et le mal, moral. Les animaux en sont dispensés, ils n'ont pas de jeu. Mais on avait vu aussi que j'ai l'expérience de l'un
Vous me direz, mais comment? Mais rappelez-vous, c'est la leçon numéro 3. Il y a bien des années de ça. La cassette numéro 3, je crois. La première, c'était l'introduction. La deuxième... Ah, c'est possible maintenant que c'est la deuxième. Non, la deuxième, c'était sur l'espace-temps. Et puis la troisième, c'était sur l'espace. Rappelez-vous, on avait dit que le temps, c'est un mouvement continu, mais que moi, j'y échappais parce que je suis conscient du temps. Si j'étais, comme l'animal, dans le fleuve du temps, je ne m'apercevrais pas qu'il avance. Mais on en a une sacrée conscience, surtout quand il n'y a rien qui bouge. Quand je suis enfermé dans une cellule, ne serait-ce qu'une cellule de condamné, c'est le pire des châtiments, parce que alors là, je le sens passer le temps. C'est donc qu'il y a en moi l'immobile. Ce n'est pas possible autrement. On avait donné la comparaison que si quelqu'un est sur le Gulf Stream en plein océan, il ne sait pas qu'il bouge, il avance, il fait du 5 à l'heure, mais il ne sait pas. Il faudrait une île, alors là, il la voit, il voit qu'il dérive, ou il croit que c'est l'île qui avance, peu importe, mais impossible. Donc, il y a en moi l'immobile, une réalité qui échappe au temps, qui n'est pas matérielle, c'est là. Et il nous reste à voir le beau. On retrouve nos 4 transcendantaux. L'un, le vrai, le bon. Donc le beau, d'abord il y aura l'être, bien sûr. Mais on retrouve, mais alors dans l'expérience humaine, si quelqu'un doutait qu'il ait en lui une réalité transcendante, c'est-à-dire qui dépasse les conditionnements physiologiques issus de la rencontre de 2 cellules germinales avec les capitales génétiques de mon père et de ma mère, qu'il dit non, il n'y a que ça. Il y a un développement de ces conditionnements. La pensée, elle est sécrétée par le cerveau, comme les abeilles font leur miel. Je suis conditionné. Je lui dirais, s'il avait le respect d'une vérité objective, je dirais, mais alors dans ce cas-là, vous ne pouvez plus fonder le bien et le mal. Alors Hitler, il avait un autre conditionnement. Vous trouvez que c'est horrible? Pas du tout. Il continuait ce qu'avait fait la nature, la loi du plus fort. Il éliminait, il y a des pans entiers d'animaux qui ont été écartés par l'évolution, et d'une manière très cruelle, parce que ça n'a pas été drôle. Vous ne pouvez pas expliquer pourquoi vous êtes absolument certain de voir. Vous devriez dire, il n'y a pas de vérité absolue. Il y en a une, oui, parce que ça c'est un absolu. Il y a une vérité absolue, c'est que maintenant je vois. Que je vois. Peut-être que je ne sais pas quelle est la vérité absolue de ce que je vois, mais en tout cas il y a une chose qui est absolue. Et d'autre part, je dirais, mais alors comment vous expliquez que vous êtes conscient du temps? Vous devriez être immergé dans le temps et ne pas en parler. Et comment vous expliquez le beau? Alors, on retrouve métaphysiquement notre plan de travail pour ces quelques mois qui nous attendent, où nous allons alors expérimentalement, découvrir le beau de l'être, le beau de l'un, du vrai et du bon. Je ne veux quand même pas vous laisser trop frustrés. Vous verrez, c'est d'une simplicité. Alors je crois que c'est universel, que tout le monde est d'accord. Vous réfléchirez d'ici là. Le beau de l'être, c'est l'expérience que tout le monde fait. Et nous la détaillerons. On verra des exemples, on verra des reproductions et tout ce qu'on voudra. C'est l'exemple que tout le monde fait. Si vous prenez n'importe quel être matériel, la matière, là, l'être matériel, je ne parle pas du vivant, je parle de l'être matériel. Ça peut être de l'eau, ça peut être des cailloux, ça peut être de la terre, ça peut être ce que vous voulez. Sitôt que vous l'exprimez par sa première propriété qui est la quantité, l'espace, parce que c'est constitutif de l'être matériel, et que vous en mettez une certaine quantité sans rien ajouter d'esthétique, ça devient beau. Si vous avez une mare d'eau devant votre maison, vous êtes bien emprunté, vous dites quelle saloperie, je veux nettoyer ou je ne sais pas quoi. Mais si vous en mettez 10 km, ça fait l'océan. C'est le plus beau des spectacles. Vous pouvez mettre n'importe quel exemple.
Si vous avez des cailloux, une décharge de cailloux devant votre maison, vous la ferez enlever. Mais si vous en avez des kilomètres, c'est un pierrier, c'est une montagne qui n'est rien d'autre que des cailloux accumulés. Il se pourrait que par ailleurs, il y ait une forme un peu élégante comme le cervin, mais il n'y a pas besoin pour que ce soit beau. L'espace infini qui effrayait Pascal, c'est jamais que la dimension à l'état pur, mais ça devient beau comme un ciel étoilé. C'est des cailloux dans le ciel. Alors on va voir que la première expérience esthétique, mais qui peut devenir, tous ceux qui ont vu le désert dont on parlait tout à l'heure, il n'y a pourtant rien, hein? C'est une beauté poignante, sans parler de ces visions alors aériennes, qui deviennent quelque chose, mais personne en se pensant au hublot d'un avion dit c'est dégueulasse. Même si c'est un cimetière, à condition qu'ils ne sachent pas que c'est un cimetière. Évidemment, parce que alors là, c'est le removens prohibens, s'il dit les pauvres morts. Si on ne savait pas ce que c'était. C'est pour ça que je trouve tellement génial cette série d'affiches qu'a fait là, le Switzer, uniquement des photos d'avions. Mais c'était n'importe où dans le monde. C'était seulement la raison sociale Switzer. Puis alors, il y avait des photographies du Hogarth, de Hutu, il y avait des villes, évidemment. Il y avait n'importe quoi, mais vraiment n'importe quoi. C'est toujours beau. Quand il y a la dimension. Alors, il suffit que cette aide matérielle soit exprimée par la quantité. Alors, il en faut une certaine quantité, bien sûr. Alors, ça devient une chose fabuleuse. Alors, on va approfondir cette expérience. Ensuite, on verra le beau du vrai. Quand une machine est fonctionnelle, elle est toujours belle. Sans rien ajouter, on ne fait rien pour l'esthétique. Une locomotive, on peut pas s'amuser à la décorer, il n'y a pas besoin. Quand elle est vraiment fonctionnelle, c'est quelque chose de follement beau, mais d'une autre manière que l'art. Ensuite, on verra le beau de l'art et le beau du bon. Donc, on a du pain sur la planche. Alors, je ne voulais pas vous laisser uniquement avec une théorie abstraite, mais vous montrer le plan. Alors, c'est simple. Nous avons à explorer, mais vraiment comme des explorateurs, mais en même temps gratifiés par l'expérience que nous ferons de ces 4 épiphanies de l'être, c'est-à-dire ces 4 expressions du beau, qui sont analogiques. Je vais encore vous montrer une chose, puisqu'il me reste quand même 5 minutes. Chacun de ces transcendantales, chacun d'eux, est en plus analogique. Ça veut dire que, prenons l'un, c'est vraiment du 1, mais à des degrés divers. Il peut y avoir du moins 1, du plus 1 et du parfaitement 1. Et pourtant c'est 1. Si je prends par exemple l'union, cette table, c'est l'union d'éléments divers. C'est un être, bien sûr, c'est une unité, mais accidentelle, c'est-à-dire artificielle. C'est-à-dire que les éléments peuvent se dissocier et je peux les recomposer. Il y a une unité, c'est vrai, je ne peux quand même pas nier. On lui donne un mot, un nom, un moteur, une voiture, un avion. C'est une unité d'éléments, évidemment, d'une complexité folle, mais c'est incontestablement le plus bas degré du 1. Parce que chaque élément est solidaire en relation avec les autres, mais pas intrinsèquement. C'est-à-dire je pourrais le démonter, mon avion, ou bien l'acheter en kilt, puis le remonter. C'est ce qu'on appelle l'union. C'est une unité, il n'y a pas de doute. Mais il y a mieux. Il y a l'un. Alors ça, c'est le vivant. Le vivant, il n'est pas une machine. Alors ça, je vous réfère au cours que nous avons fait sur le vivant, cette théorie qui voudrait appliquer au vivant la théorie mécaniciste, c'est-à-dire que les cellules, en se développant, devenant solidaires les unes des autres et complémentaires les unes des autres, se développant, font cette super machine que nous sommes, qui serait une sorte de super électronique extraordinairement fonctionnelle. Je vous ai expliqué, mais ça ne tient pas 2 minutes à l'analyse. Parce que dans le vivant, il n'y a pas seulement les éléments qui font le tout, mais il y a le tout qui organise les éléments. Parce que c'est bien joli de dire qu'il y a des cellules, mais
C'est le tout qui les a organisés pour devenir un être vivant. On oublie toujours la moitié du programme chez le vivant. On n'a jamais vu une machine électronique qui non seulement se répare, mais se constitue elle-même. Il y a quand même un moment donné où il y a un principe directeur, un principe d'unité qui fait que les éléments se développent pour faire cet être. Quand je regarde un animal, je suis très frappé de ça. À quel point on a bien un être. On avait dit que c'était une synthèse quantique. On n'a pas l'existence des cellules, comme nous disent la plupart des biologistes. Absurde. Il y en a un que j'ai dans ma ligne de mire, surtout, c'est un neurologue qui s'appelle Changeux, Jean-Pierre Changeux, je crois, qui est le grand ponte actuellement. Devant lui, on fait des courbettes, pas moi. Parce qu'alors, c'est nul. Il est peut-être extrêmement compétent pour la chirurgie du cerveau, mais du point de vue philosophique, et il se permet de faire la philosophie, mais c'est un âne. Encore que l'âne est meilleur que lui, parce qu'au moins l'âne, il sait qu'il est une unité. Il n'est pas une collaboration de cellules qui a donné cette super machine électronique. Et pour s'excuser, il dit, oui, mais c'est sur des millénaires. Je dis, millénaires ou pas, ça n'y change rien. Jamais la nature ne passera du mécanicisme au quantique, c'est-à-dire fera que tous les éléments du vivant sont interdépendants les uns des autres. C'est-à-dire qu'on a une unité substantielle, tandis qu'eux font du vivant une myriade, une sorte, disons, d'incroyable collaboration de cellules qui sont toutes autonomes. C'est l'un. Mais il y a encore un degré encore plus extraordinaire de l'un. Vous voyez, c'est les degrés analogiques. Il y a 3 manières d'être un. L'union. On ne peut même pas dire que ce n'est pas une famille unie. C'est quand même quelque chose qui est vrai, bon, beau. Mais ça n'a pas la même unité que le père ou la mère, qui, elle, a plus d'unité. Parce qu'elle, si elle enfreint son unité, alors elle meurt. La famille aussi, elle meurt. Mais évidemment, elle meurt si on se bagarre. Mais, ou si on se quitte. Mais c'est moins grave. Et puis, la simplicité, c'est-à-dire une réalité spirituelle non faite de parties. C'est le je. Il y a en moi une ultime partie qui n'est pas faite de parties, qui n'est pas spatio-temporelle, qui est tout en toute elle-même. C'est ce qu'on appelle la simplicité, que n'a pas l'animal. Avant de conclure, je voudrais vite vous dire une chose que j'ai oubliée, mais ce n'est pas grave. Ça servira de bonne conclusion. Puisque nous allons parler du beau, sous toutes ses formes, les 3 manières, on pourrait se demander si on pourrait, puisque Kant disait que le beau est universel, trouver un terrain d'entente pour se mettre d'accord sur au moins l'art actuellement. Or, c'est difficile, parce que de son propre aveu, et j'en ai toute une documentation, l'art moderne a renoncé à l'esthétique. C'est-à-dire, un artiste britannique réalise une sculpture avec du papier WC, et même avec du caca. Il ne vise pas l'esthétique, mais de ce propos délibéré. Maintenant, on n'en veut pas. Du reste, quand j'avais fait mon exposition, les critiques qui se piquaient de connaissances avaient écrit « c'était esthétisant », presque comme une insulte. C'est un peu comme si actuellement vous écrivez un texte du nouveau roman puis que ce soit compréhensible. On dit oh, c'est du bas étage. Donc, mais alors, est-ce qu'il y aurait un critère quand même objectif pour savoir si une musique relève de l'esthétique, c'est une expression du beau ou pas? Est-ce qu'il y aurait un critère? Personnellement, je n'entends pas, c'est-à-dire je l'entends physiquement, hélas, mais je ne la comprends pas, la musique de mes petits-neveux et nièces. C'est inintelligible, je ne les accuse pas. Mais je dis, moi, je perdrais mon temps d'aller faire comme ça, avec la bougie en plus, et puis avec... je ne comprends pas. Alors, qui a raison, qui a tort? Alors, je vais vous donner un critère fondé sur cette équation. Je considère comme étant un art esthétique qui vise au beau, là où il peut y avoir des fausses notes. Parce que pour qu'une chose soit belle, il faut qu'elle puisse être laide.
Et une fausse note, c'est bien que ce soit effacé comme ça, je peux le réécrire. C'est curieux qu'on dise une fausse note. Vous voyez l'équivalence qu'on fait entre les transcendantaux. Ce qui est laid est faux, c'est multiple, c'est-à-dire un élément étranger, c'est mal, puis c'est pas de l'être. Alors, personnellement, je pense que l'on peut prendre comme critère du beau ce qui peut être laid. Or, il me semble que la musique qu'on entend dans ces soirées, je ne vois pas où pourrait se glisser une fausse note. Rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure. Le garçon qui arrive en ville, qui voit un beau visage, le plus extraordinaire, c'est qu'il pourrait dénoter une fausse note. C'est-à-dire qu'il y aurait un élément qui ne serait pas en harmonie avec le reste, qui briserait l'unité du visage. Et c'est ce qu'on fait spontanément. Alors, je vous l'ai dit souvent, là où il y a l'erreur, correspond une vérité. Si vous connaissez une erreur, c'est que vous connaissez la vérité. Elles sont correspondantes, ces deux notions. Vous ne pouvez pas me dire que mon calcul est faux si vous ne connaissez pas la réponse juste. On l'a utilisé, cet argument, rappelez-vous, pour montrer que les sens ne nous trompent pas. Comment est-ce que je peux vérifier alors qu'ils sont dans l'erreur? C'est que je connais la vérité. Comment est-ce que Descartes peut dire je me trompe quand je crois que je ne dors pas alors que je dors? Je dis, il faut croire que vous avez fait l'expérience de ne pas dormir. Je prendrai comme critère du beau. Je ne reproche pas aux autres de chercher une autre voie d'expression. Ou alors c'est une fusion collective où il faut s'assourdir de rythme. D'accord. Mais moi, j'étudie l'esthétique. D'après l'étymologie du philosophe allemand du XVIIIe, aesthetikos. Alors, il faut bien délimiter mon champ d'action. Donc, je dirais, il y aura beau, musique belle, si à la première audition, je puis détecter une fausse note. On pourrait dire, c'est parce qu'on était formé. Dire, nututut, rien du tout. Il y a une vérité, une nécessité antérieure à la perception. C'est ce que Ernest Ansermet disait, parce qu'on lui a posé à la fin de sa vie, tout grand chef d'orchestre reconnu mondialement, pourquoi il ne dirigeait pas de la musique moderne, contemporaine, appelons-la contemporaine, des espèces de bruits. Il disait, je ne peux pas parce que je n'en sens pas la nécessité. Dans une symphonie, même si la première fois que je l'écoute pour la première fois, j'en sens la vérité. Il y a une sorte de vérité qui m'apparaît mais évidente. Mais dans une musique contemporaine, il disait, c'est lui qui était plus compétent que moi. Moi, alors, sûrement que je n'étais pas apte à pouvoir faire ce jugement. Mais lui, c'est quand même quelqu'un de compétent qui a essayé un peu tout. Alors, il peut y avoir une fausse note, perceptible dès la première audition. C'est donc que j'ai en moi ce qu'on appelle l'idée exemplaire, c'est-à-dire le prototype, c'est-à-dire ce que Platon mettait dans le ciel, que je mets au contraire dans ce ciel intérieur. Il y a en moi une parcelle, une participation à la beauté absolue, à la vérité absolue. C'est pour ça que je suis absolument certain que je vous vois maintenant. Et vous aussi. Mais ça, vous ne mettez pas une fraction de seconde en doute. Des types qui essayent de se mettre ça en doute, ils n'y arrivent pas. Et l'absolu du bien et du mal. Alors, prenons ça. Chaque fois qu'un exemple ne nous paraîtra pas évident, on dira, est-ce qu'il peut exister la contrefaçon? Là, je vous l'ai donné tout à l'heure. L'océan, c'est très beau, mais une gouille devant chez moi, c'est une fausse note. Alors, chaque fois qu'on pourra y opposer la laideur, c'est qu'on sera sur le bon chemin. Parce qu'encore une fois, vous aurez peut-être des fois la tentation, vous direz, moi, non, c'est pas... Alors, on pourra en discuter, il faudra le faire, du reste, peut-être qu'on instituera une petite discussion photogénique, c'est-à-dire enregistrée après le cours, si je vous impose, que je dis quelque chose qui ne vous rencontre pas. Parce qu'alors là, j'espère que je resterai dans des considérations suffisamment générales pour que vous puissiez y adhérer, mais ce peut peut-être en faire un tableau de Picasso
que je vous présenterai comme étant une vérité, parce qu'on compare toujours vérité Picasso au portrait naturel. Je dis, c'est idiot, il faut le référer à ma vérité, à moi. Ça ne ressemble pas, ce n'est pas une déformation. Enfin, on verra tout ça. Ce n'est pas à l'extérieur qu'il faut comparer la vérité d'un tableau de Picasso. C'est à une autre vérité qui est pas soumise aux lois. Voilà, aux lois de la... Alors, encore une chose, la beauté se cache derrière les yeux de celui qui regarde. C'est exactement ça. La bonté se cache derrière l'esprit de celui qui la contemple. L'immobilité, elle est en moi. Et la beauté se cache derrière les yeux de celui qui regarde. La beauté, c'est un reflet limité, incomplet, imparfait, d'une vérité, d'une beauté totale, dans laquelle, à l'instant de la mort, je plongerai dans un éblouissement fabuleux. On comprend qu'ils ne reviennent pas, les morts. Absolument éblouissant, de lumière, de vérité et de bonté. Tu vois, toutes les expériences proches de la mort, vous connaissez actuellement. Il y a des livres et des expériences qui ont été faites là-dessus. Parle d'abord de la bonté. Une bonté, mais sans limite. Et je pense qu'il y a aussi la beauté sans limite. Alors ça nous mettra sacrément mal à l'aise. Je m'y prépare, parce que je me dis, dans ce cas-là, j'espère que je me pardonnerai ma mesquinerie et ma connerie et enfin, tout ce qui m'aura paru une négation de ces vérités. J'aurai des excuses, bien sûr, mais j'espère que j'aurai assez d'humilité pour les accepter. Voilà.